Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ces 2 jours dédiés au MIAI, en fait, au cluster MIAI, aux différentes réalisations qu'on va partager avec vous. Donc, je suis Philippe Viexorek. J'ai repris la direction il y a un peu moins de 9 mois, à la suite d'Éric Gossier. Et puis depuis 8 mois, je découvre plus en profondeur le cluster que je connaissais de l'extérieur. Et j'ai que des bonnes surprises, donc c'est vraiment super. Et je tiens particulièrement à vous remercier parce que c'est vous qui faites ce cluster, qui le faites vivre. Je vous ai remis un petit... Alors Laura n'est encore pas sur cette slide-là, elle le sera bientôt. C'est juste, bon, ça fait un petit trombino. Alors dans les gens que j'ai pas cités, c'est ceux qui n'ont pas changé, que vous connaissez peut-être déjà. Donc effectivement, Snejana qui s'occupe de tout l'événementiel et donc à qui on doit notamment l'aménagement de la salle et toute la logistique de l'événement, mais pas que. Côté scientifique, Sophie et Vincent restent directrices et directeurs adjoints scientifiques. Côté enseignement, donc Emmanuel, je ne sais pas si tu veux faire un coucou ou si tu es par là. Non, elle n'est plus là. Elle est en bas, c'est pas grave. Manel, avec Astrid, effectivement, s'occupe des relations entreprises. Et puis, comme vous le savez, l'Université Clermont-Auvergne et l'Université Savoie-Mont-Blanc sont partenaires du projet. Et donc, on a 2 référents, enfin, une paire de référents. Donc, Vincent, qui est effectivement à Clermont avec Estelle. Je ne sais pas si tu es là, Estelle, voilà. Et puis, Abdou, je ne crois pas qu'il soit là, Abdou, je ne l'ai pas vu. Et Aurélia, peut-être pas là, bon, voilà. Donc, en gros, ça, c'est l'équipe cœur de l'animation du cluster. Je me suis dit que c'était le bon moment également pour faire un petit point d'avancement. Alors vous avez peut-être vu certaines de nos communications, à commencer par tous les appels à projets qu'on a fait. Donc le cluster, ça reste un outil de financement pour vos projets. C'est pas que ça, hein. Il faut pas oublier le côté animation de la communauté de l'IA, la communauté régionale de l'IA. Donc j'ai mis quelques éléments. Donc on a resélectionné une vingtaine de chaires de recherche. Donc il y a eu 39 candidatures, ça fait un taux de sélectivité d'à peu près 1 sur 2. Il y a eu beaucoup moins de dépôts que le coup d'avant. Bon, c'est comme ça. Vous voyez là la répartition de ces chaires. Donc on a presque un 50% de cœur IA, et puis sur nos différentes thématiques. Le fait étonnant, on pensait, même si on n'a pas réellement écrit cet objectif comme ça, on pensait avoir plus de cœur IA. Et en fait, les équipes se sont moins mobilisées, notamment sur les thématiques machine learning et puis computer vision. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on corrige et donc on vous sollicitera un peu plus pour les prochains appels. On a également décidé de financer 4 chaires externes. Donc ça, c'est de l'accueil de chercheurs internationaux. Donc il y en aura 2 qui seront hébergés à l'UGA, un à l'UCA et un à l'USMB. Donc vous voyez là les noms et puis les thématiques. Donc rien de questionnable là-dessus. On a des projets exploratoires donc, qui sont en gros, la volumétrie c'est un demi-projet de chaire, donc c'est un ou 2 post-docs, alors qu'une chaire c'est plutôt 1 ou 2 doctorants, plus des chercheurs, plus des post-docs. Donc on a eu beaucoup plus de candidatures que ce qu'on attendait, ce qui fait qu'on a décidé initialement on avait prévu les projets sur 24 mois, mais pour financer un maximum de personnes, on a décidé de les passer sur 18 mois, ce qui semble acceptable pour la plupart d'entre vous. On a sélectionné 27 dossiers sur 52 candidatures. Et vous voyez la répartition qui est très applicative. Donc voilà. J'ai pas la répartition des projets open call parce que c'est des tout petits projets. Projet open call, c'est de la communication pour le développement et la promotion de l'IA. Donc ça peut être des activités scientifiques, des universités d'été, d'hiver, etc. Ça peut être des hackathons, etc. Ça peut être également des purs événements marketing, entre guillemets, marketing et communication. Donc là, on a un fort taux de sélectivité, puisqu'en fait, c'est des projets de 4 à 10 cas, donc c'est pas énorme. Et puis surtout, on a besoin de diffuser, donc on en prend beaucoup, donc n'hésitez pas à en déposer. Les 2 choses notables, c'est que les 3 quarts des chaires de recherche ont plusieurs porteurs. Donc ça veut dire que l'effet du cluster, c'est qu'on a un effet structurant et diffusant dans tous les partenaires du projet qui est assez exceptionnel.
Et pareil, alors on n'est pas encore à parité, mais on est en train d'améliorer par rapport aux 3IA. 3IA, on était autour de 25% sur la parité homme-femme. Là, on est plutôt à 35% quand on prend tous les porteurs et tous les recrutements qui sont faits dans les différents projets. Je vous ai remis les grosses masses. Donc là, ça inclut effectivement tout ce qu'on finance. Donc la majorité de chaires de recherche. Je vous parlerai après des chaires industrielles, c'est des chaires avec des industriels. Chaires externes, c'est de l'accueil de chercheurs internationaux, on en a parlé. Il y a des chaires preuves de concept également, dont on reparlera juste après, qui sont pour amener vos travaux de recherche au marché. Et puis des projets exploratoires, on en a parlé. Les thématiques, vous voyez qu'elles sont assez équilibrées. Idéalement, on aimerait avoir un peu plus de cœur IA, parce qu'effectivement, on reste quand même un cluster IA. Donc voilà. Sur le volet formation, ce qui occupe bien l'équipe en ce moment, c'est le projet Maquette 2027. Donc les présidents d'université ont demandé à leurs équipes de refondre les maquettes, les maquettes pédagogiques pour la rentrée 2027, et d'inclure des contenus numériques, notamment IA. Donc on a lancé un appel à projet qui s'est clos le 30 avril, donc on est en train de les instruire. On a reçu une 23 dossiers, donc vous voyez 15 UGA, 3 USMB, 4 UCA. On est en train de les dépouiller pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mutualiser, qu'est-ce qu'on pourrait financer, etc. On est agréablement surpris, alors je parle sous le contrôle de l'équipe, mais on est agréablement surpris par la qualité de ces dossiers. On commence d'avoir une offre de formation continue qui tient la route. Puisqu'en 1 an ou 2 ans, on est passé d'un chiffre d'affaires quasiment nul à plus de 200 000 € sur des formations en IA. Elle est majoritairement portée par Grenoble INP aujourd'hui, et c'est plutôt bien. Elle va être amenée à se développer. Le constat, alors moi je viens plutôt avec un background industriel, donc je suis plus industriel qu'académique. C'est quand même le métier des universités d'enseigner. Et effectivement, pouvoir valoriser cet enseignement sur des entreprises ou des institutions ou des gens qui ont besoin de mieux comprendre l'IA, ça pourrait devenir une offre du cluster. Donc on est en train de structurer ça. Et vous avez forcément tous entendu parler du procès de l'IA. Donc on cherchait à l'industrialiser parce qu'effectivement on a beaucoup de demandes. Je pense qu'on pourrait presque en faire 1 ou 2 par semaine. Donc voilà. Donc Jean-Luc coince un peu sur le sujet. On a regardé pour industrialiser ça avec des troupes de théâtre professionnelles, ça s'est pas fait, c'est compliqué, enfin bon, voilà. Donc on a décidé de mobiliser les doctorants en les rémunérant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à discuter avec Jean-Luc. Je crois que tu as prévu une session de formation le 26 mai de mémoire. Ah, c'est pour la fresque, pardon. Ok. Donc n'hésitez pas à contacter Jean-Luc si ça vous intéresse. Si vous ne l'avez pas vu en 2 mots, moi je suis vraiment fan de ce format parce que ça présente l'IA sans rosir ou sans noircir le tableau, mais ça fait réfléchir un peu les gens sur qu'est-ce qu'est l'IA et quels sont ses impacts. Alors je ne suis pas sûr que la slide ici elle se voit à peu près. L'ANR nous a demandé de faire une carte de provenance de nos étudiants. Alors les chiffres ne sont pas tous énormes. Alors la France, on est à plus de 3000 et quelques, donc c'est pour ça que c'est en vert foncé. Mais vous voyez qu'il y a peu de territoires sur lesquels on n'a pas d'étudiants. Donc c'est assez intéressant, ça montre que vraiment notre formation est mondiale quelque part. Alors même si parfois il n'y a qu'un ou 2 étudiants sur certaines géographies, mais c'était assez étonnant. Et vous voyez donc le bar graphe à côté, là, il y a le nombre de formations, c'est les barres, et le nombre d'étudiants, c'est les courbes. Et donc, on a séparé IA, cœur IA et IA applicatif. Donc, voilà. Par rapport aux relations industrielles, donc effectivement, on a décidé de financer 3 chaires industrielles que vous voyez là. Donc, 2 cœur IA, 1 santé. Et 6 chaires POC qui sont en fait des technologies qui sont suffisamment matures pour aller toucher le marché. Et donc qui se font soit en relation avec une entreprise, soit qui pourraient créer une entreprise derrière. Et également, le bureau formation soutient un certain nombre de startups. Donc on en a 8 nouvelles qui ont rejoint les 17
précédentes qu'on avait labellisées dans le 3IA. Donc ça, c'est des startups qui sortent des laboratoires partenaires du cluster. Il est probable qu'on ait une autre vague de soutien de startups sur des startups qui travaillent avec les laboratoires de l'Institut. Donc le nombre, là on est autour de 25 entreprises soutenues, startups soutenues. On va probablement le doubler en élargissant un peu nos critères de sélection. Donc ça, c'était plutôt 2026 et avant. Alors qu'est-ce qui arrive en 2027 et après 2027? Donc on a lancé, ou on est en train de lancer 5 groupes de travail qui sont complémentaires et intéressants, enfin ils nous semblent intéressants. Je vais commencer par le premier, IA soutenable. Donc effectivement, l'idée c'est de regarder comment l'IA, la technologie d'IA impacte le monde, l'environnement, etc., etc. Et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger ça. Rosetail, c'est le deuxième groupe de travail. C'est un observatoire des impacts des usages de l'IA. Donc le premier est plus technologie, le deuxième est plus orienté usage. Il y a effectivement des ponts qui vont se créer entre les deux. Donc voilà. On est en train de... Non, je vais passer sur celui à gauche, pardon, parce qu'il est déjà lancé. On a lancé un groupe de travail sur pour avoir une IA inclusive, donc IA et inclusion. Donc vous savez que l'IA a des biais de genre, de race, etc. Et puis également, l'IA n'est pas accessible à tout le monde. Donc effectivement, ce groupe de travail réfléchit sur ces choses-là. On verra ce qui en ressort. C'est vrai pour tous les groupes de travail. Ils sont autonomes dans la façon de s'organiser et les livrables qu'ils vont fournir. Donc on démarre. Et puis les 2 autres groupes de travail qu'on est en train de lancer, on veut avoir une réflexion sur la trajectoire scientifique qu'on voudrait donner au cluster ou aux partenaires du cluster, à un horizon un peu plus lointain que le cluster. Et on voudrait construire cette vision en commun avec les industriels qui souhaiteraient s'impliquer et les scientifiques. Donc pareil, appel à, si vous êtes intéressé à rejoindre ces groupes-là, l'un de ces groupes-là, n'hésitez pas. Et puis on a un vrai enjeu qui nous est rappelé, peut-être pas quotidiennement, mais assez souvent, à la fois par les présidences des universités et puis par notre financeur, de voir comment on pérennise les activités qu'on initie dans le cluster. Donc on est en train de lancer un groupe de travail autour de ça. Et dernière slide, donc les prochains appels. Donc là, on est sur le financement. On ne refera pas de projet de recherche parce qu'effectivement, c'est des projets de 3-4 ans et donc on arriverait après la fin du projet Cluster MIAI. Par contre, on maintient le dispositif de chaire industrielle que vous pouvez déposer au fil de l'eau. Donc si vous avez des relations avec des industriels, allez discuter avec Marie-Astrid qui pourra vous dire comment on fait ça. On va relancer au moins une vague, voire 2 de projets exploratoires. Donc automne 2026, il y aura moyen de redéposer des projets exploratoires qu'on pourra lancer début 2027. On va faire une vague 2 des chaires profs de concept parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de candidats et il y a encore des demandes. Et puis, on relance, enfin, on maintient les projets open call de promotion et diffusion de l'IA. Sur ceux-ci, on avait fait que 2 cette année. C'est insuffisant parce que vous avez besoin d'avoir peut-être plus, donc on va les faire probablement plus tous les 3 mois. Et on en a ouvert un là juste pour pouvoir le faire, pour pouvoir lancer des financements avant l'été. En avance de phase, parce qu'on n'a pas encore validé cette chose-là, mais je vous en parle, ça peut prendre du temps. On va lancer un dispositif d'accueil de chercheurs internationaux qu'on veut souple, flexible. Donc l'idée, c'est que vous puissiez accueillir dans vos labos des chercheurs d'universités étrangères sur une durée très souple, de 1 à 12 mois. L'idée, c'est que ces chercheurs-là restent salariés et attachés administrativement dans leur université d'origine et qu'en fait, on arrive à leur reverser un montant, donc on imagine 5 000 € par mois, pour couvrir leur hébergement, leurs frais de déplacement, etc., pendant le temps où ils sont dans l'université de MIAI, et puis leurs travaux de recherche. Donc voilà. On espère pouvoir lancer ça fin de l'automne et commencer d'accueillir des chercheurs début 2027. C'est un peu complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut qu'on passe en conseil d'administration de l'UGA et on voudrait que l'UGA puisse reverser
ces montants-là à tous les partenaires du projet, ce qui pose quelques petites questions. Donc voilà, mais on va le faire. N'hésitez pas à commencer d'avancer dans vos relations internationales pour commencer à identifier des gens. Donc voilà. J'avais pas d'autres choses à vous dire aujourd'hui, si ce n'est que, je crois qu'après moi, ça doit être Vincent, j'ai plus le programme en tête, pardon, qui présente peut-être les chaires, Vincent. Donc Vincent, pendant qu'il arrive, Vincent est directeur adjoint, directeur scientifique adjoint du cluster, et il est également coordinateur au niveau Clermont-Auvergne. Bonjour tout le monde. Donc là, on va passer à la session de présentation des chaires. Donc on va faire ma chaire en 180 secondes. Donc je vais inviter tous les porteurs de chaires qui présentent à se rapprocher un petit peu de l'estrade pour fluidifier un petit peu le mouvement. Et donc je vais appeler la première chaire, donc qui est la chaire Adaxi. So I'm gonna talk in English for the presentation. Good morning, everyone. Thanks for the opportunity. I'm Azadeh Mouradinejad, together with Francesca Calore at CNRS USMB Lab TH, Theoretical Physics Lab at NC. We are presenting the Adaxi, which is standing for Accelerated Discoveries in Astrophysics and Cosmology with Simulation-Based Inference. So the big question scientific question we are trying to answer is what are the sources, astrophysical sources or fundamental physics sources that give rise to gamma ray sky, especially diffuse gamma ray that we observe with satellites like Fermi-LAT. This is very important because the astrophysical sources like emission line galaxies or AGN, etc., can give similar imprints as the imprints of dark matter, so exotic dark matter signatures that we aim at constraining with gamma rays. So the idea is that we have several cosmological observables, not only gamma ray sky. For instance, we have galaxy surveys that measure positions and shapes of galaxies across the sky and redshift cosmic times, as well as how the light from cosmic microwave background get deflected by intermediate matter distribution in the universe. So the idea is that if we can use all these three types of observations jointly, we can actually distinguish between astrophysical sources and also different populations of astrophysical sources, as well as dark matter signatures on the gamma rays. And this is a very difficult task because these are high-dimensional data sets, and they are very non-Gaussian distributions. You can think them as non-Gaussian fields. So doing a standard analysis is challenging. So the workflow of the project is that we need to, all of these tracers are tracers of dark matter distribution, so large-scale structure in the universe. So we start with simulations, high-resolution simulations of n-body, we call them in cosmology n-body simulations, which basically solves the gravitational interactions numerically and non-linearly. And this is a backbone of all the observables. The second step is probe-specific forward models. Since our goal is to use simulation-based inference instead of assuming a likelihood for our data and our model, we need to have a high-fidelity representation of our data, and that's why we have to have high-fidelity forward model of our observables. So the three observables we will consider, galaxy clustering, CMB lensing, and extragalactic gamma ray maps. We need to forward model them, including baryonic physics and dark matter. And then the next two steps are kind of more machine learning driven. So we first have to understand how to compress this data set. And normally we do this by designing summary statistics. Some of them are commonly used. Some of them can rely on machine learning techniques like learned statistics with convolutional neural networks, graph neural networks, etc. And then we're going to use density estimation, for instance, with normalizing flows, to now kind of infer the posteriors of our model parameters. And finally, we would get cosmological constraints. So beyond this science, also our project have two other components. The innovation components, which basically resulting in production of open data and open software, and the educational part that is coordinated by my colleague at USMB. And I'm happy to discuss more about them afterwards. Thank you. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Violaine Antoine, je vous présente un projet qui est en collaboration avec le CHU de Clermont-Ferrand et l'Institut Analgesia. Donc sur le principe, ce qui se passe c'est que ils ont des personnes qui ont des comorbidités et également des patients qui ont des douleurs chroniques. Et une douleur chronique, c'est une douleur qui
que l'on a de manière permanente pour depuis au moins 3 mois. Et donc, souvent, les patients qu'ils soignent sont des personnes qui vont être douloureuses depuis plus de au moins 5 ans, en fait. Donc, l'objectif global, en fait, de ce projet, c'est d'améliorer leurs conditions à ces douloureux chroniques, de manière à ce que, en individualisation, en rendant un diagnostic et des traitements individuels aux personnes. Donc, on part sur des données de type data lake, avec notamment, on a pas mal de baromètres avec qui sont en fait des séries temporelles où on pose, c'est des questionnaires où il faut répondre sur une échelle de 1 à 10 si on va bien aujourd'hui, si on a bien dormi, etc. Et on a également d'autres types de données qui vont servir plutôt de variables explicatives. On a défini 3 working packages pour ce projet. Le premier, en fait, il va être l'étude de ces baromètres avec, de manière à séquencer, en fait, pour chaque personne, les périodes où cette personne elle va mieux et les périodes où cette personne va moins bien. Et puis, on voudrait mettre en fait en correspondance ces séquences avec les données SNDS qui sont les données de carte vitale. Donc, c'est là que les 2 autres working packages ils vont travailler. Donc là, sur le working package numéro 2, on va travailler sur des techniques de non supervisées pour faire du profilage avec du clustering, par exemple. Et sur le 3e working package, on va avoir tout ce qui est régression et prédiction. Et au final, on a les médecins qui vont nous permettre de faire des interprétations sur les résultats qu'on doit obtenir. Bonjour, donc moi je suis Amélie Rocher-Capellan, je ne suis pas la porteuse de la chaire. La porteuse de la chaire, c'est Saskia Munier qui est au lit dilemme, mais elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc moi je suis au GIPSA-Lab et c'est la chaire M, du coup, c'est une chaire interdisciplinaire en collaboration à la fois avec des chercheurs en sociolinguistique, en sciences cognitives et en informatique et en IA. Du coup, M, c'est pour Artificial Intelligence for Multimodal Educational System. Du coup, elle repose sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, on va poser la question après, je pense, de est-ce que l'IA est inclusive ? Je pense que la réponse actuelle est non, pour moi en tout cas. Donc du coup, elle repose sur le fait qu'en fait, il y a énormément de personnes actuellement qui sont exclues du système scolaire parce qu'elles ont des difficultés avec le langage oral ou écrit. Ça représente une population assez importante avec des difficultés différentes. Donc Saskia travaille plutôt sur la surdité. Nous, on va plutôt travailler sur des personnes avec des difficultés motrices et intellectuelles qui utilisent ce qu'on appelle des outils de communication augmentée alternative, donc de la CA, que vous avez peut-être déjà vu. Donc, elles vont utiliser par exemple des signes, elles vont utiliser des tablettes avec synthèse vocale, et pour celles qui ne peuvent pas avoir accès au langage écrit, elles vont utiliser des pictogrammes. Or, actuellement, l'inclusion de ces personnes dans le système scolaire, elle est très limitée, et une des grosses limites, c'est que c'est très compliqué de créer des contenus éducatifs adaptés à ces personnes, et ça demande énormément en fait, d'énergie et de temps aux enseignants. Donc avec Saskia, l'idée elle est venue de Saskia qui a créé, elle, un diplôme pour essayer de faire un équivalent du bac pour ces personnes, parce qu'elles ne peuvent pas s'inscrire sur des parcours sup parce qu'elles n'ont pas le bac, en fait. Et du coup, elle ne connaissait pas la communication augmentée alternative, et on s'est dit que ça serait intéressant de mettre les deux ensemble. Donc l'objectif de la chaire, c'est d'arriver à créer des modèles qui soient multimodaux, donc qui prennent en entrée et qui donnent en sortie des signaux multimodaux, pas seulement du texte, donc on va utiliser de l'IA générative. Le deuxième objectif, c'est de créer des supports, mais aussi d'avoir une réflexion, parce que l'IA aujourd'hui, effectivement, elle consomme beaucoup, mais elle consomme aussi beaucoup parce qu'on réutilise très peu ce qu'elle produit. Et je pense qu'il faut réfléchir aussi à comment on peut utiliser ce que les gens vont créer avec l'IA pour le reproposer à d'autres, donc faire peut-être aussi des méta-IA sur la classification des contenus qu'elle produit. Et puis, ça va être d'évaluer ce qu'on aura créé avec des personnes concernées. Et il y a un gros enjeu éducatif et de formation derrière la chaire, qui va être aussi de former des gens qui ne connaissent pas très bien l'IA pour qu'ils apprennent à mieux l'utiliser.
pour aussi former des personnes avec ces difficultés communicatives à mieux interagir avec l'IA, parce que pour l'instant, les interactions sont essentiellement de manière textuelle. Je ne sais pas, j'ai fini là ? Ah, il me reste 14 secondes. Bon, ben voilà, c'est tout. Et du coup, l'objectif aussi, c'est pour nous, en tout cas, pour des gens comme Didier Schwab qui sont aussi impliqués dans la chaire, pour moi, pour Benjamin Lecouteux ou pour Lauriane Sidbon qui est en Australie. L'objectif, c'est aussi de développer la communication augmentée alternative, la formation à la communication augmentée alternative et l'usage de l'IA pour ça. Merci. Bonjour, je suis Jérôme Eznat, mais je ne suis pas le porteur de cette chaire, qui est une porteuse, encore une fois, Cassiane Troyan dos Santos. La chaire AKT Explorers est une chaire commune à MIAI et à Anity, Anity étant le cluster de Toulouse, dont vient Cassia, et dans laquelle il y avait une chaire avec 3 partenaires, et comme elle est venue à Grenoble, elle a essayé de continuer ce travail. L'idée, c'est d'abord une collaboration avec Météo France et le Centre national de recherche en météorologie, je pense, à Toulouse, qui est intéressé par faire un mouvement des prédictions globales sur des territoires assez larges, à des prédictions très précises, parce qu'on est maintenant confronté à des micro-événements qui sont très localisés à la fois dans le temps et dans l'espace. Et donc ça, c'est un travail qui est de longue haleine, je dirais, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de nouveaux modèles prédictifs, l'idée, c'est d'essayer de les intégrer dans leur capacité à cette prédiction ciblée. Et ils sont confrontés, alors en n'étant pas du grand public, à l'acceptabilité de ces modèles, et pas l'acceptabilité par les gens qui reçoivent les résultats, mais en fait par les modélisateurs et les météorologues de Météo France. Et c'est autour de ça que tourne cette chaire, avec des aspects intégration de ces techniques d'un côté, et des aspects études de comment faire accepter ça, comment faire comprendre, comment enregistrer en particulier l'ensemble des simulations et des tests qu'ils font pour en particulier convaincre les météorologues de l'intérêt ou du non-intérêt des techniques qui sont proposées. Alors cette chaire intègre des gens à la fois du côté toulousain, mais aussi du côté MIAI, cluster, avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc et puis des laboratoires à Grenoble et en particulier le LIG. Il y a aussi un volet formation, parce que le but, c'est d'aider à former les météorologues à ce genre de technique pour établir ces prédictions. Je pense que si vous voulez en savoir plus, il faudra demander à Cassia, parce que j'aurais du mal à vous répondre sur les détails des schémas qui sont proposés ici, à part quelques-uns. Merci. Donc, je suis Abdelkader Bensassi. Cette fois-ci, donc, je suis coporteur de la chaire Archimède avec Patrick Rignier. L'objet de la chaire Archimède, en fait, elle s'adresse pour la conception architecturale, donc son domaine, et pour dans la phase de conception architecturale, en fait, il y a plusieurs étapes. Et l'étape qui nous intéresse dans cette chaire-là, c'est la phase en amont, celle de la phase esquisse, où les choix en termes de forme, de morphologie, de performance et aussi en termes d'ambiance sont très ouverts. Donc, son objet, il tourne dans cette phase-là. Et son objectif aussi, ce n'est pas de remplacer l'architecte, elle ne cherche pas à le remplacer, mais par contre, elle cherche à augmenter son espace d'exploration avec des possibilités. Donc, pour cela, quelles sont les données de problème, comme le montrent le 1 et le 2 sur cette des diapos, où il y a des contraintes explicites dans tout projet d'architecture, qui sont de nature des règlements urbains, des réglementations environnementales, les données de site en termes de parcelles, ainsi de suite. Et il y a aussi un volet, on peut dire, implicite, qui repose sur les références, les idées qui manipulent l'architecte, et aussi sur son expérience. Donc, à partir de là, le travail aussi va amener que l'objet architectural, l'objet de conception, il n'est pas un objet isolé, il est dans son environnement, dans un site qui va interagir avec le soleil, avec les voisins, avec les vues, ainsi de suite. Donc là, un certain nombre de données cytologiques.
L'objet de la chaire Archimède, donc, comme le montre le point 3 et 4 sur le slide, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la première partie, c'est d'offrir une aide en temps réel, c'est-à-dire de remplacer les outils de simulation qui sont actuellement, qui consomment un peu lent. Il y a un temps de consommation, un temps de simulation, mais il y a aussi le problème qu'ils ne sont pas aptes au travail de conception, parce qu'en fait, c'est pour cela actuellement on les utilise globalement à la fin du processus de conception. Donc l'idée de développer des prédicteurs qui permettent d'évaluer en temps réel, d'interagir et de fournir une sorte d'un guide, comme le montre le point 3, pour l'évaluation. Ensuite, le point 4, ça concerne maintenant plutôt d'assister l'architecte en lui proposant un ensemble de solutions de génération de morphologie, de conception, mais qui sur deux volets. Il y a le volet, on peut dire, paramétrique et sur un volet génératif. Voilà. Donc, c'est l'objet de cette chaire-là. Toutes ces instances-là, comme le montre le trait rouge en bas, sont en interaction les unes avec les autres pour créer une sorte de dynamique entre les différentes instances. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Émile Roux, coporteur de la chaire Deep Plasticity avec ma collègue Pascal Balland. Je travaille à l'USMB au laboratoire SIM et la chaire va permettre de construire une collaboration aussi avec l'université Clermont-Auvergne et des collègues de l'Institut Pascal. Donc nous on s'intéresse à un phénomène physique qui s'appelle la plasticité. Donc c'est ce qui fait quand vous jouez avec votre cuillère à café à la pause café, qu'à un moment vous la tordez et qu'elle reste tordue, donc ça s'appelle la plasticité. C'est un phénomène qui est intéressant pour l'industrie de la mise en forme, donc l'emboutissage, le pliage. Donc c'est un phénomène qu'on maîtrise plutôt bien d'un point de vue théorique. Et nous, on va s'intéresser à essayer de comprendre ce qui se passe entre le régime qu'on dit élastique et le régime plastique. Donc cette transition-là, elle se passe à des toutes petites échelles. Et nous, notre expertise, c'est de faire de la mécanique expérimentale. Donc on aime observer ce qui se passe sur des morceaux de matériaux. Et on aime aussi faire de la photomécanique. Donc la photomécanique, c'est mettre des caméras thermiques visibles et observer tous ces phénomènes-là avec toutes ces caméras. Et on espère observer vraiment cette transition qui est en fait une accumulation d'événements ponctuels dans le temps et dans l'espace. Et on va être obligé de filmer sur une période assez longue. On imagine faire des essais de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et on va se retrouver très vite avec un problème, c'est qu'on a énormément de données, plusieurs gigas de données par essai. Et actuellement, on n'est pas capable d'analyser toutes ces images en un temps raisonnable. Et donc c'est là que l'IA rentre en jeu. On va essayer de travailler sur différents aspects dans la chaire Deep Plasticity. D'abord de réécrire les algorithmes d'analyse d'images qu'on a l'habitude de faire, qu'on maîtrise parfaitement, pour essayer de les accélérer et les rendre jouables en un temps correct par rapport aux essais, éventuellement faire du temps réel. Une autre dimension est d'essayer de fusionner des données qui vont venir de différents types de mesures. On a des mesures thermiques, des mesures visibles, des mesures plus globales, qui sont des fois bruitées, qui sont parcellaires, et on va essayer de les fusionner ensemble en utilisant notamment des processus gaussiens. Et ces grandeurs physiques, on sait qu'elles ont des équations qui les relient, donc l'équation de la thermique, les choses comme ça. Et donc notre objectif, c'est d'intégrer dans les méthodes d'analyse de ces données la physique directement pour être sûr de garder une cohérence entre tous ces éléments et passer au-dessus des problèmes de bruit ou choses comme ça, pour réussir à mieux comprendre ce phénomène de plasticité et développer des méthodologies un peu plus génériques pour la mécanique expérimentale, ensuite pour l'appliquer à d'autres domaines que la plasticité, donc qui est le cœur qu'on a identifié pour l'exemple de la chaire ici. Donc c'est une chaire qui est à cheval entre la mécanique et de l'IA, et on espère, grâce à l'IA, passer des barrières qu'on n'a pas réussi à franchir jusqu'à maintenant. Si vous voulez discuter plus avec moi, je suis devant mon poster pendant les pauses café. Je suis Pietro Maris Ferreira, je viens de l'USMB, de laboratoire Chroma, et je suis coporteur de cette chaire-là avec ma collègue Johanna, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle est de UGA TIMA. Et nous avons invité une collègue qui s'appelle Céline de l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand. Et nous nous sommes intéressés sur le défi de l'IA soutenable. Est-ce que l'IA est soutenable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette IA soit soutenable? Et à chaque fois on voit une IA, on pense toujours à Big Data, on pense à des ordinateurs, on pense à des algorithmes. Et à chaque fois qu'on fait ça, on est en train de s'éloigner de l'IA soutenable. En effet, l'IA soutenable, c'est vous qui ont une capacité de calcul de pentaflop et qui consomme environ 20 watts.
L'intelligence naturelle qui est dans l'être humain, elle peut être mimée et nous avons décidé de se bio-inspirer de cette intelligence naturelle pour proposer une nouvelle IA, une IA qui est matérielle, une IA qui est proche du dispositif et qui est basse consommation. Ça, ce sont les compétences techniques qui sont apportées du côté de l'USMB et qui viennent intégrer à cette chaire avec des compétences de plasticité autour des synapses et de l'apprentissage sur le matériel qui est apporté par ma collègue de TIMA. Mais pour que ce circuit marche et qu'il y ait la capacité de calcul et la plasticité ensemble et qu'il devienne ce neurone écologique, nous avons besoin de nouveaux algorithmes et nouvelles formes d'entraînement de cette IA-là pour qu'elle soit faite en ligne, faible consommation, faible déploiement sur le dispositif. Tout cela, on cherche à explorer un aspect très particulier de l'être humain. L'être humain se communique à partir d'un contexte. Si je vous parle, vous me regardez. Et vous savez que c'est moi qui parle. Et je n'ai pas besoin de crier partout. En revanche, tous vos téléphones portables sont en train de faire ça en ce moment, même si vous ne l'utilisez pas. Et pour cela, il faut changer cette façon de fonctionner. Si un dispositif électronique parle avec un autre dispositif électronique, est-ce qu'on ne peut pas mimer cette cognition liée au contexte et chercher à la faire avec une autre efficacité énergétique? En faisant cela, on va mettre à travailler des nouveaux agents IA qui seront les nouveaux IoT, l'industrie 5.0, et qui vont permettre de communiquer de manière contextuelle et ponctuelle. Donc, si un dispositif parle avec l'autre dispositif, il sait qui parle, il sait s'il est loin, il sait s'il est proche, il peut moduler sa puissance de calcul et sa capacité de communication. Donc, on va partir dans notre vision, une vision où on est à faible data, on est de l'IA frugale, on est une IA qui va être informée de la physique et qui va traiter surtout la physique des semi-conducteurs, la physique de l'électromagnétisme, et qui va au-delà et qui va apporter les algorithmes d'IA que vous connaissez tous, mais d'une façon faible conso pour répondre aux grands défis de l'IA soutenable. Bonjour à tous, moi je suis Valentin Flodia, maître de conférence en psychopathologie expérimentale et psychologie clinique, et donc je vais vous présenter cette chaire FAIR qui est coportée avec Antoine Vacavant et qui parle du craving alimentaire. Le craving alimentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est cette envie impérieuse qu'ont les patients de consommer un aliment. Et en fait, vous l'avez peut-être expérimenté vous aussi tout à l'heure à la pause café, quand on sent un petit peu l'odeur des croissants et des pains au chocolat, mais on sait que c'est pas très raisonnable quand même pour notre ligne. On hésite, on réfléchit, puis finalement, des fois, vous allez consommer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le craving alimentaire. Le craving alimentaire, il y a dans le modèle qu'on utilise 4 composantes, c'est-à-dire notre capacité à résister, l'envie qu'on a, donc l'émotion, notre capacité à percevoir les signaux de notre corps, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, et la métacognition qui est l'interprétation de tous ces signaux, la compréhension. Et donc, quand il y a un défaut dans un de ces systèmes, c'est là qu'on peut ressentir un craving et chez les patients avoir des comportements compulsifs au niveau alimentaire. Le inconvénient, c'est que, comme vous avez vu, il y a 4 dimensions, elles sont difficiles à explorer. Donc le projet FAIR, il a comme objectif d'utiliser l'application smartphone et des données physiologiques des montres connectées pour pouvoir avoir un ensemble de données et de suivi sur plusieurs jours pour pouvoir prédire le craving. Pour cela, on a besoin de l'intelligence artificielle pour 2 raisons. Un, parce qu'on a énormément de données, donc il va falloir qu'on puisse faire le tri un peu dans tout ça pour voir ce qui est vraiment pertinent pour prédire le craving alimentaire. Mais également, on a besoin de pouvoir individualiser cette équation prédictive du craving. Lorsqu'on aura prédit le craving, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre en place des outils d'agents intelligence artificielle conversationnelle pour guider le patient vers le soin et vers la prise en charge. Pour ça, on s'appuie sur une équipe interdisciplinaire avec donc de la psychologie clinique, des personnes spécialisées en IA, de la physiologie santé mentale et aussi tout ce qui est santé numérique. On a un projet d'innovation et de transfert. L'impact clinique, vu ce que je vous ai dit, normalement, il est évident. Et l'impact scientifique, c'est de mieux comprendre encore ce phénomène de craving. On a aussi donc un aspect pédagogie qui est l'objectif de pouvoir former, proposer des MOOC sur l'intelligence artificielle en santé mentale et comment bien utiliser ces nouveaux outils pour être le plus inclusif possible. Voilà, je vous remercie de votre attention et on reste disponible avec Antoine pour les questions que vous aurez pendant les pauses. Merci.
Oui, bonjour. Je suis Emmanuel Brun. Je suis chercheur à l'INSERM dans un laboratoire qui s'appelle Straub. Et je coporte cette chaire avec un collègue qui s'appelle Nicolas Ducrot du Créatis, mais qui implique aussi de nombreux partenaires, que ce soit au CEA ou à l'ESRF ou à l'Institut NEL. Donc là, c'est un projet d'imagerie, mais c'est pas un projet d'imagerie sur la computer vision, c'est vraiment un projet d'imagerie sur l'encodage spatial qui va nous permettre de gagner des ordres de grandeur dans le temps d'acquisition. On va s'intéresser à deux techniques d'imagerie. La première, c'est la fluorescence rayons X, qui permet de faire une cartographie des éléments en place. Là, par exemple, moi, j'avais pu étudier l'encre de Papyrus d'Herculanum. Et le problème, c'est que c'est des heures d'acquisition pour avoir ces images-là, même au synchrotron, et même avec la dernière génération du synchrotron, c'est de l'ordre de quelques heures. On va s'intéresser à une deuxième technique qui s'appelle la Sax Tensor Tomography, qui permet de regarder les choses qui sont inférieures à la taille du pixel. Et là, notamment, par exemple, on voit ici la distribution des fibrilles de collagène à l'intérieur de l'os, alors qu'on n'a pas la résolution pour le faire. On peut s'intéresser par exemple aussi à la distribution de la mélanine, par exemple, ou peu importe, en tout cas toute protéine, par exemple, qui est de l'ordre du nanomètre. Et là, c'est des centaines d'heures pour de l'acquisition au synchrotron. Donc on ne peut pas faire, c'est des très belles démonstrations d'efficacité, mais on ne voit pas l'intérêt d'un point de vue scientifique, parce que ce que nous, on a besoin, chercheurs INSERM, c'est de pouvoir regarder différents échantillons, etc., ce qu'on ne peut pas se permettre si c'est 90 heures. Et le problème de ces deux techniques, c'est qu'elles sont ce qu'on appelle raster scan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on définit un pixel, et ce pixel qui va nous permettre de reconstruire via un spectromètre, par exemple pour la fluorescence, ou regarder le nuage de diffusion en Sax, et on va se baser sur ce pixel-là et déplacer ce pixel pour reconstruire cette image. Le problème, vous imaginez, c'est que c'est trop long. Et donc, le principe de Fanfare, c'est de venir encoder spatialement avec un masque encodeur qui va nous permettre de faire la décomposition spatiale de l'objet en plein champ et gagner vraiment des ordres de magnitude pour faire ça. Et donc l'intelligence artificielle, elle va être là, dans cet encodage du masque et dans la reconstruction de ce signal qui va nous permettre ensuite de découvrir beaucoup plus de choses d'un point de vue scientifique, que ce soit en santé, j'allais dire papyrologie, mais ça va plus loin que la papyrologie, sur le domaine culturel, etc. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, donc je suis Laurent Lefebvre, je suis coporteur de cette chaire FLOMAS avec mon collègue Michael Bettinelli, qui est actuellement bloqué dans le train à l'approche de la gare de Grenoble, mais je ne désespère pas de le voir. Donc le projet s'intéresse essentiellement à des sociétés d'agents mobiles et il est centré sur l'émergence et l'évolution de leur organisation sociale. Donc il y a une première phase. Donc, pour être plus concret, dans notre projet à nous, ces sociétés d'agents mobiles, comme vous voyez sur les images, ce sera soit des essaims de drones, soit des flottilles de drones aquatiques. Donc, ils vont servir essentiellement de réseaux de capteurs. Je ne vois pas où est le chronomètre. Bon, c'est pas grave. Ah oui, donc, essentiellement, dans un premier temps, on va essayer d'identifier ce que sont les éléments d'organisation, parce que ce n'est pas très clair, il y a différentes théories sur le sujet, donc on va essayer d'identifier ces éléments d'organisation à partir d'un apprentissage brute force sur des tâches que doivent faire ces agents mobiles. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, quand ces éléments d'organisation auront été identifiés, l'idée, c'est de les faire évoluer dans le temps, donc notamment de faire évoluer la topologie du réseau pour qu'elle s'adapte aux tâches qui varient dans le temps. Alors, il y a une problématique, donc tout est distribué, donc les agents peuvent communiquer qu'avec leurs voisins avec lesquels ils sont en portée de communication, leurs voisins immédiats. Et donc, tous ces mécanismes d'organisation et d'apprentissage doivent être distribués. Et donc, il y a aussi une problématique autour de, disons, l'échange, la mutualisation des données d'apprentissage
parce que les agents doivent apprendre à partir de données qui sont pertinentes pour eux et qui sont spécifiques à leur environnement, chaque agent devant faire face à des environnements différents et des rôles différents. Donc dans les partenaires du projet, donc, il y a le SDIS de Haute-Savoie, qui aujourd'hui travaille de manière centralisée avec des drones donc pour la recherche de victimes et le secours aux victimes en montagne. Et puis il y a donc une société qui s'appelle CT2MC, qui est basée au Bourget-du-Lac, qui construit ces petits bateaux avec des capteurs qui font le monitoring d'environnement aquatique, donc lacs, rivières, etc. Donc ils sont aussi en train d'évoluer vers des flottilles et donc des systèmes distribués. Et le troisième partenaire, donc Audace Solutions, donc développe des softwares de pilotage et de supervision, en fait aussi bien pour les essaims de drones que pour les flottilles. Alors côté formation, donc du coup le projet, c'est essentiellement, la plus grosse partie du projet, c'est pour développer au sein des IUT d'Annecy et des IUT de Valence des enseignements, notamment sur l'analyse de données capteurs et sur donc les systèmes multi-agents mobiles, parce que donc ça s'inscrit dans le cadre d'une réforme en cours du BUT national en informatique. Bonjour, je suis Nguyen Kim Thang, enseignant à l'ENSIMAC et chercheur au laboratoire LIC à Grenoble. Notre projet, c'est d'étudier la frugalité en IA, en intelligence artificielle. Le consortium, ça contient les gens de l'UGA, l'USMB, INRIA, CNRS, les gens sur certains domaines beaucoup plus compétents que moi. Donc, certaines personnes disent qu'il n'y a pas de recherche sans mesure. En quelque sorte, c'est vrai. Du coup, premier axe dans notre projet, c'est de développer des outils, faire des études sur les mesures et les estimations pour calculer, pour mesurer les impacts de l'IA. Deuxième point, c'est depuis longtemps, on observe que les gens doublent, augmenter la taille des modèles. Ici, il manque un peu de l'intelligence dedans. En algorithmique, on sait depuis longtemps qu'il ne faut pas il ne faut pas implémenter des algorithmes en temps exponentiel. Du coup, deuxième axe, c'est d'utiliser la conception d'algorithmes pour compenser les dernières étapes. Est-ce qu'il faut absolument avoir des modèles à 90% de précision ou peut-être à 80% ou 70%, c'est suffisant, et compléter la dernière partie avec l'intelligence humaine algorithmique. Et un point essentiel dans le développement de la frugalité, c'est dans l'usage des gens, l'usage de tout le monde. Il n'y a aucun objet positif, négatif totalement. Ça vient de notre côté, de l'humain. Donc on essaye de comprendre le comportement des usages de l'IA avec des outils de la théorie des jeux multidisciplinaires. On est en contact avec des philosophes pour discuter, pour comprendre mieux les effets, les impacts. Donc, depuis 3-4 ans, on essaye de structurer la communauté frugane IA en France. On organise les journées girafes depuis 4 ans et la prochaine édition, ça sera en décembre 2026, 2-3 décembre 2026. Au niveau éducation, on développe des MOOC. C'est un projet cluster, mais on ne se voit pas notre frontière seulement dans MIAI Cluster. Ici, il y a la participation de tous les chercheurs en France. En fait, on essaie d'inviter tout le monde. Et également, au niveau de collaboration industrielle, on développe des mesures avec différents partenaires industriels et on participe dans l'établissement du SPEC AFNOR au ministère. Merci. Bonjour à tous, mon nom est Bruno Gojal et je suis un des porteurs de la chaire Fundamentals of Reinforcement Learning. Donc c'est un projet essentiellement algorithmique. On essaie de mettre au point ou de concevoir de nouveaux algorithmes pour faire de l'apprentissage par renforcement. Alors pour commencer, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est l'apprentissage par renforcement. Le principe, c'est de faire de l'apprentissage en ligne. Donc on est en train d'essayer d'apprendre le contrôle optimal d'un système
alors qu'on ne connaît pas a priori son évolution, sa dynamique. On ne connaît pas ses lois d'évolution et on essaie d'apprendre en l'utilisant. C'est ça le principe de l'apprentissage par renforcement. C'est une interaction entre l'algorithme d'apprentissage et le système lui-même. Au fur et à mesure du temps, on applique des actions sur le système, on voit sa réaction et on essaie d'apprendre à partir de ces réactions du système, qui est vu comme une boîte noire, si vous voulez. Donc il y a deux difficultés essentielles qui sont... la première, c'est que ce système subit des biais statistiques, puisqu'on n'a pas de données qui ne dépendent pas des actions qu'on a choisies. Donc les données qu'on obtient sur le système, elles sont biaisées par les actions qu'on a prises. Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas de données a priori. On peut pas, quand on commence à apprendre le système, on ne connaît rien sur le système. C'est une boîte absolument noire et mystérieuse qu'il faut découvrir. Donc il existe bien sûr des algorithmes déjà au point en apprentissage par renforcement et ils souffrent tous de ce qu'on appelle la malédiction de la dimension. Et donc le but du projet ici, c'est d'essayer de dépasser cette malédiction des systèmes dont la dimension est très grande en exploitant une structure connue du problème pour améliorer les performances des algorithmes. Donc là, le projet FunRL est divisé en trois sous-tâches qui sont très liées entre elles. Et donc, je les ai listées ici. Donc, on essaie de faire à la fois des algorithmes qui apprennent le modèle. Donc, ça, c'est le premier point. Ici, c'est le Model-Based Algorithms. Et donc, c'est les algorithmes qui sont a priori les plus performants au point de vue des mesures de performance qui sont le regret, que j'ai défini là, mais qui subissent de façon plus forte que les autres le problème de la malédiction de la dimension. Et puis ensuite, il y a deux autres déclinaisons. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler des bandits multibras, qui est un modèle tout à fait générique pour modéliser les problèmes d'allocation de ressources dans des systèmes. Et puis le dernier point, c'est le cas du gradient stochastique, qui est un algorithme générique pour faire de l'optimisation, qui ici se décline dans le cas où on arrive à paramétrer le système en utilisant un ensemble de paramètres avec une faible dimension. Voilà, si vous voulez en savoir plus, venez me voir tout à l'heure devant le poster. Donc bonjour, je suis Guillaume Ginolac et donc de l'USMB, du laboratoire Listic, et je suis coporteur de la chaire géométrie avec Nicolas Lubian du GIPSA. Donc le projet scientifique de cette chaire, c'est d'adapter des outils de géométrie riemannienne pour développer des pipelines modernes de machine learning. Et on va l'appliquer principalement à des séries temporelles de télédétection. Donc comme on peut voir en haut, c'est une série temporelle d'images SAR. Donc ces données, la plupart du temps, elles appartiennent à des variétés de faibles dimensions. Et on veut utiliser ces propriétés intrinsèques. Et ces propriétés intrinsèques devraient nous permettre d'obtenir des bonnes performances et une bonne robustesse, malgré le fait qu'on ait des jeux de données à noter très limités dans le domaine de la télédétection, un bruit très important, comme on peut le voir encore sur l'image, et des data shifts entre les données d'entraînement et les données sous test. Donc pour réaliser ce projet, on l'a découpé en trois War Packages. Un premier War Package qui a pour but de trouver des invariants géométriques dans des modalités un petit peu particulières, qui est de l'interférométrie SAR. Donc pour trouver ces invariants géométriques, on va servir d'un concept qui s'appelle la phase géométrique, dont on a un exemple, une illustration en bas à droite. Et grâce à ces invariants géométriques, on espère pouvoir faire de la classification de ces séries temporelles INSAR, ce qui n'a jamais été trop fait. Dans le deuxième War Package, on va étendre un réseau géométrique qui existe déjà, qui s'appelle SPDNet, mais qui est assez vieux, et donc pour des frameworks plus modernes autour des transformers et de l'apprentissage fédéré. Le troisième War Package, il va concerner plus l'IA générative et plus particulièrement les méthodes autour de flow matching. Donc le but là ici, ce sera d'apprendre un flow matching sur variété. Donc en fonction du type de données, on a des variétés différentes, le TOR, des matrices SPD. Et à partir qu'on aura appris ce flow, on va pouvoir faire plusieurs applications, donc du débruitage d'images SAR, pour justement enlever cette partie bruit, de la fusion d'images entre deux modalités différentes d'images, voire potentiellement la prédiction d'une nouvelle image à partir d'un flow qu'on aura appris de la série temporelle. En termes de collaboration,
Cette chaire, elle est en collaboration avec une chaire de Data IA, portée par l'Université Paris-Saclay. On a déjà le soutien du CNES avec une demi-bourse, on espère avoir le soutien aussi de l'ONERA. Et on a eu le soutien d'une compagnie Excel qui financera une thèse CIFRE sur le côté transformer. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au poste 1. Donc bonjour, je suis Damien Pellier, je suis chercheur donc à l'UGA et je vais vous présenter la chaire UBOT que je coporte donc avec Fabien Paco qui travaille à l'UCA et à l'Institut Pascal. Donc imaginez une chaîne de production moderne avec des humains, des robots qui travaillent ensemble, et imaginez que vous ayez un nouveau besoin d'un client qui vous demande de faire un nouveau packaging, donc il faut adapter la chaîne de production. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'heure actuelle? Eh bien, vous allez voir l'être humain qui est sur la chaîne de production, vous lui expliquez la nouvelle démarche, le nouveau packaging, automatiquement, on va dire relativement naturellement, il va adapter la production et réaliser le nouvel assemblage, le nouveau packaging nécessaire. Mais la question qui se pose, c'est que va faire le robot industriel qui est juste à côté de l'humain? Eh bien là, c'est pas du tout la même chose. Vous allez devoir bloquer la chaîne de production, faire l'analyse du process, faire venir un expert, coder un certain nombre de lignes de code propriétaires pour adapter la procédure et programmer le robot. Donc ça a un coût qui est extrêmement important d'un point de vue industriel parce qu'il faut effectivement s'adapter aux nouveaux produits et redévelopper tout un écosystème de programmation pour répondre à la demande de client. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec les nouvelles techniques et les avancées, notamment en apprentissage automatique, on peut considérablement réduire ce coût et réduire les coûts d'adaptation de la chaîne de production. Et c'est ce que se propose de faire cette chaire, comment réduire les coûts de reprogrammation des robots. Et l'objectif ici, c'est bien de permettre très rapidement à n'importe quel opérateur, notamment à l'opérateur qui est sur la chaîne de production et qui connaît le geste, la procédure, les différents mécanismes, eh bien de reprogrammer le robot sans écrire une ligne de code. Alors comment on peut faire ça? Eh bien, on peut faire ça en utilisant des techniques de programmation par démonstration. Donc là, l'être humain va manipuler de manière kinesthésique ou haptique le robot pour démontrer les gestes ou les différentes actions que va devoir apprendre le robot à faire et à généraliser dans différents contextes. Alors, quels sont les défis scientifiques qui sont derrière cette chaire? C'est une chaire qui est pluridisciplinaire. Déjà, un défi qui est d'ordre géométrique, contrôle. Comment je suis capable, à partir de très peu de démonstrations de données géométriques, être capable de généraliser ces mouvements dans des différents contextes. Deuxième défi, comment on est capable de donner du sens à ce geste, c'est-à-dire, là on est plutôt dans l'apprentissage symbolique ou neurosymbolique, comment donner une sémantique au geste pour permettre au robot non seulement d'interagir et de raisonner sur ce geste ou sur ce mouvement. Et puis, dernier aspect, qui est plutôt en lien avec les sciences humaines et sociales, et notamment l'ergonomie cognitive, comment ces systèmes peuvent être réellement utilisés dans l'industrie et comment ils peuvent être intégrés avec tout ce qui est bien sûr la dimension humaine. Alors cette chaire, elle s'articule aussi, elle n'est pas simplement au niveau grenoblois. Il y a aussi des partenaires industriels qui sont Coso Robotics, qui sont partenaires, et Stobli, qui sont des leaders mondiaux dans le domaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je suis Sergi Pujadas, je coporte cette chaire avec Aurélien Courvoisier, qui est chirurgien au CHU et qui en ce moment en consultation avec les enfants. Donc, je vais vous parler de la scoliose, qui est le moteur qui chapeaute cette chaire. Donc, qu'est-ce que c'est la scoliose? Nous avons trois mots. Adolescent idiopathic scoliosis. Donc, la scoliose, c'est une déformation du rachis 3D qui va affecter la mobilité. Ça peut affecter aussi la respiration et créer un handicap assez important lors de la vie d'une personne atteinte de cette pathologie. Donc, elle va apparaître à l'adolescence, donc au moment de la croissance, lorsque les enfants, majoritairement de filles, vont croître, elles vont avoir une courbe qui va s'installer dans le rachis. Donc les traitements vont être plutôt au début conservateurs, avec un corset qui va essayer de stabiliser les forces dans le rachis, mais plus en avant, on va rentrer dans la chirurgie. Donc soit un câble qui va essayer de tirer la colonne, ou on va carrément, deux fois, mettre des tiges rigides. Donc vous voyez, c'est des interventions très très importantes qui vont avoir des conséquences très importantes pour la santé. Donc quels sont les enjeux? C'est l'évolution. Comme vous voyez en bas à gauche, nous avons à la période de croissance une évolution de cette scoliose qui, pour certains patients, va rester stable et donc ils vont pouvoir passer leur vie sans aucun problème, ou elle va pouvoir atteindre des sévérités très importantes.
Aujourd'hui, on mesure cette scoliose avec l'angle de Cobb, qui a été inventé en 1948, et qui réduit un phénomène hautement complexe à une dimension, puisqu'on a un chiffre, c'est un angle. Donc, l'enjeu de notre chaire, qui s'appelle Longitudinal Image-Based Measurement of Scoliosis Change, c'est de donner des outils pour que les chirurgiens puissent comprendre comment ce phénomène évolue dans le temps. Donc, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'abord de données, donc Cellwork Package 1, Longitudinal Acquisition. Donc, nous avons un système multicaméra dans le CHU, dans le pôle couple-enfant, qui permet de façon non invasive mesurer les enfants, que ce soit la forme et le mouvement. En même temps, il y a aussi des radiographies qui sont prises pour voir l'intérieur de l'anatomie. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? De ces mesures non invasives, on va extraire des reconstructions 3D, mais on s'est aperçu que dans des environnements moins contrôlés comme l'hôpital, donc on n'est pas dans un cadre recherche-labo, on va avoir des problèmes vis-à-vis de la propriété de la peau. Et donc, on aimerait utiliser des modèles physiques basés sur le taux de mélatonine, par exemple, qui vont nous permettre de mieux reconstruire ces 3D. Et finalement, on veut créer une représentation, un digital twin, qui va pouvoir, avec des espaces latents appris sur toutes ces données multidimensionnelles, donner une mesure qui va permettre de caractériser la forme, le mouvement, mais aussi comment l'enfant évolue pendant la croissance et comment la scoliose affecte tous ces paramètres pour qu'il puisse avoir une vue d'ensemble de comment le patient évolue et quel est le traitement le plus pertinent à lui apporter. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Pierre Genevès, chercheur au laboratoire d'informatique de Grenoble et je vous présente la chaire NSRL qui s'intitule « Vers l'apprentissage relationnel neurosymbolique ». Alors, l'idée de départ de cette chaire part d'un constat assez simple qui est que les données relationnelles sont omniprésentes aujourd'hui. Elles constituent même le socle essentiel de divers secteurs comme le commerce électronique, la santé, la finance ou même l'industrie. Et paradoxalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui exploite encore assez mal toute cette richesse relationnelle. Donc l'objectif de cette chaire, c'est de développer de nouveaux modèles qui soient capables d'apprendre directement à partir de ces données relationnelles, notamment en tirant parti de leur structure de graphe, donc en exploitant les liens précis entre les entités et toute la richesse de ces données avec différents types, de façon à pouvoir prédire de nouvelles informations, comme par exemple des liens ou bien des valeurs d'attributs. Un aspect est de pouvoir utiliser des langages de requête qui combinent à la fois des fonctionnalités d'interrogation et de prédiction sur ces bases relationnelles. Un autre aspect très important et essentiel de la chaire est l'aspect neurosymbolique, où il s'agit de construire des modèles qui combinent à la fois la puissance des réseaux de neurones et des fonctionnalités de raisonnement issues de l'IA symbolique, qui nous aident notamment à tirer parti des différents niveaux de règles logiques qui régissent l'organisation des données et de la connaissance, de façon à pouvoir produire des modèles qui offrent un certain nombre d'avantages, notamment plus de robustesse, une meilleure capacité de généralisation et qui soient plus économes aussi en données d'entraînement. Voilà, donc cette chaire implique des chercheurs de l'équipe T-Rex, notamment du laboratoire d'informatique de Grenoble, ainsi que des chercheurs du LIMOS, laboratoire à Clermont-Ferrand. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour. Moi, je suis Kirsten Martens. Je suis chercheuse au CNRS et je porte cette chaire avec Rachel Osley, qui est présent aussi aujourd'hui. Donc, le titre, c'est AI-Driven Optimization of Polymer Films for Biomedical Implants. Donc, on voudrait développer des coatings pour des implants biomédicaux. Et ces coatings, ils doivent être optimisés. Et je vais expliquer comment je suis arrivée là, parce que mon expertise à moi, je suis physicienne et j'étudie des réseaux de polymères. Donc, l'histoire est intéressante parce que cette collaboration a vraiment émergé des mesures faites par la MIAI. Il y avait à un moment donné un événement, on a présenté des posters avec notre expertise. Donc là, j'ai présenté mon expertise qui est trouver des relations entre la structure des réseaux de polymères
et les propriétés mécaniques émergentes. Et là, il y a Clément Hébert, qui est un neuroscientifique qui s'est arrêté devant mon poster. Et ça a fini avec une longue discussion au café, avec plusieurs discussions après en grande équipe. Et c'est devenu cette idée-là. Donc, ce que Clément Hébert m'a expliqué, c'est que pour lui, c'est très intéressant d'avoir une modélisation de ces systèmes de polymères, parce que lui, il développe des implants pour le cerveau, comme vous voyez là-haut en gauche. Et donc, ces implants deviennent de plus en plus fines, ce qui fait que quand on les introduit, il y a un problème, il y a du fluage. Donc, il faut les rigidifier. Et pour les rigidifier, une idée, c'est d'utiliser une coating autour de ces implants. Et à l'état sec, ces coatings sont très, très rigides. Donc, ça permet d'introduire l'implant dans le cerveau. Une fois dans le cerveau, s'il reste très rigide, il sera rejeté par le cerveau. Donc, ce qui est important, c'est que l'implant prend les propriétés du cerveau, les propriétés mécaniques du cerveau. Et ça, c'est possible parce qu'une fois que le gel est à l'intérieur du cerveau, il va gonfler et changer ses propriétés mécaniques. Donc, l'idée de ce chair, c'est de rassembler différentes expertises. Donc, on a Clément Hébert qui a posé le problème en neurosciences. Lui, il travaillait déjà avant avec Rachel Osley, qui est la coporteuse du projet, qui fait des expériences en chimie et qui essaye d'optimiser ce processus. Sauf que dans ce processus, il y a beaucoup de paramètres. Donc, pour optimiser, il va y avoir besoin d'un support physique. On va développer des méthodes Physics-Informed Graph Neural Networks pour optimiser ces systèmes-là. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Bonjour, je suis Yassama Kajei de l'UCA. Alors, je commence par une question. L'homme dans la société antique, comment présenter ses projets, comme ce qu'on fait aujourd'hui, vous ou moi? Donc, on sait que le théâtre avait une place importante au sein de la cité, où les idéologies, les paradigmes, les projets pour la société étaient présentés. Mais comment? On a beaucoup de ressources, on peut dire classiques, à la fois iconographiques, architecturales, textuelles. Donc on a des informations via les textes. Dans les textes, il y a des dialogues, il y a des monologues, il y a des didascalies. On a beaucoup d'objets, donc beaucoup d'informations antiques. Mais on a aussi le corps contemporain, c'est-à-dire comment notre corps se comportait à l'époque, sur scène, mais qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la capacité des théâtres était presque égale à la capacité, enfin à la population de la cité. Donc l'idée de ce projet, c'est aussi de travailler sur cette matière contemporaine qui est le corps des comédiens professionnels, comédiennes professionnelles, ou bien les étudiantes, étudiants. Donc on met un volet entraînement, éducation, création dans ce projet et on va travailler sur le corps contemporain et on va extraire des données sur la manière dont ce corps se comporte aujourd'hui dans le cadre de plusieurs ateliers et de workshops de travail. Et donc, on va réunir toutes ces informations et à l'aide de l'IA, et ici, effectivement, IA qui est dans mon projet ne correspond pas à l'intelligence artificielle, mais plutôt à la question de langage, de patrimoine, de ce qu'on a hérité de ce monde antique. Et donc pour ça, je vais aussi travailler avec d'autres chercheurs en lettres, en neurosciences, et aussi on va avoir accès à l'archive de performances de théâtre romain et grec de l'université d'Oxford. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va probablement pouvoir donner une autre idée concrète de ces pratiques dans les sociétés antiques telles qu'on a hérité aujourd'hui. Merci.
Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mathieu Zanson et je suis coporteur avec Jérôme Malik de la chaire Structured Optimization for Learning. Et donc on fait globalement de l'optimisation et son interaction avec l'apprentissage automatique. Donc c'est une chaire qui est plutôt sur la partie Core AI où on essaie de développer des méthodes qui servent à la fois à l'optimisation qui fait concrètement de l'entraînement pour tous les modèles d'IA qu'il y a aujourd'hui et pour son interaction avec des problèmes structurés dont je vais parler un peu ici et aussi à la session poster. Plutôt que de faire un plan général de ce qu'on va faire pendant les quelques années, je préférais vous donner quelques zooms sur ce qu'on est en train de faire en ce moment et qui va continuer sur les années qui arrivent. Donc un premier projet, c'est avec un de nos thésards, Hubert Villendas, sur l'interaction entre les données d'apprentissage et les décisions qu'on peut prendre dessus. Pour en parler rapidement, si vous prenez des décisions directement sur des données que vous observez, vous avez tendance à biaiser, à prendre les données qui vous arrangent, entre guillemets, à prendre les données qui vont être les plus préférables pour la décision. Et donc ce qu'on veut faire, c'est arriver à se prévenir contre des changements dans les distributions de données. Si vous avez des changements qui arrivent sur les prédictions, si vous avez des drifts qui arrivent, donc des changements progressifs sur vos données, vous voulez être capable d'avoir des décisions qui restent robustes et qui restent faisables, quels que soient ces shifts qui se passent. L'autre point dont je voulais parler, et qui sera un peu plus détaillé sur la session poster avec une autre doctorante, c'est donc de l'apprentissage actif, dans lequel on choisit un sous-ensemble de données pour l'apprentissage, soit parce qu'on a accès à très peu de labels, soit parce que le processus de labellisation est cher. Et donc ça amène des problèmes combinatoires relativement difficiles. Et donc on a commencé à explorer ces questions aujourd'hui de à quel point est-ce qu'on est capable d'apprendre en choisissant très très peu de données à partir d'un pool énorme, mais qu'on n'a pas encore labellisé. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était les problèmes dits d'apprentissage biniveau, sans rentrer dans les détails. Donc c'est des problèmes où vous allez pouvoir apprendre à la fois le modèle d'apprentissage en tant que tel et comment le paramétrer correctement à partir de plusieurs ensembles de données. Donc on a eu des résultats qui vont être publiés sous peu dans les conférences de machine learning classiques, donc en particulier sur les travaux de Kok-Tung Lee, qui a rejoint la chaire cette année aussi. Merci. Bonjour, donc je présente la chaire Spitfire AML qui est coportée par l'Institut pour l'avancée des biosciences et l'Institut de biologie structurale de Grenoble et réunit 3 autres partenaires qui sont le CHU de Grenoble, le Centre de recherche en cancérologie de Toulouse et la plateforme des génomiques qui s'appelle TAXI de Marseille. Et donc l'objectif principal de cette chaire est d'identifier de nouvelles vulnérabilités dans les leucémies aiguës myéloïdes pour, à terme, développer de nouveaux traitements contre cette pathologie. La particularité et l'originalité de ce projet résident dans le fait qu'on ne peut pas trouver ces nouvelles vulnérabilités autrement que par l'intelligence artificielle. En effet, lors du processus oncogénique, la cellule tumorale développe certains programmes moléculaires qu'on dit aberrants, parce que ces programmes n'existent pas dans la cellule normale. Et dans un cas typique, donc ces programmes moléculaires aberrants vont donner de l'avantage aux tumeurs, et la tumeur va se développer, et on verra ces cas chez les patients et dans les données réelles. En revanche, il existe d'autres cas de figure qui nous intéressent plus particulièrement dans ce projet, quand les programmes moléculaires aberrants s'activent, mais s'avèrent toxiques pour la cellule tumorale. Dans ces cas-là, la tumeur ne va pas se développer. On ne verra pas ces cas de figure chez les patients et dans les données réelles. Et par contre, c'est très intéressant d'étudier ces états intrinsèquement non viables des cellules, parce que puisqu'ils sont toxiques pour la cellule tumorale, eh bien, on peut développer de nouveaux traitements contre ces maladies. Donc ça, c'est l'objectif principal de la chaire, c'est de simuler ces états intrinsèquement non viables par l'intelligence artificielle. Et la chaire va se dérouler en 4 grands work packages. Dans le premier work package, on va construire une base de données moléculaires de leucémie aiguë myéloïde. Ensuite, ces données vont être utilisées dans le work package 2, qui est le cœur du projet, pour générer une IA générative pour simuler ces états intrinsèquement non viables et générer des données synthétiques. Ces données synthétiques seront ensuite analysées dans le Work Package 3
pour identifier des cibles de traitement actionnables. Ces cibles seront validées par des approches de biologie structurale. Et finalement, en 4e work package, donc, il y aura une série de validations biologiques et cliniques dans des modèles cellulaires, dans des modèles animaux et dans des cohortes de patients. Merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la chaire Thunder, donc, qui est à cheval sur 2 universités, l'université Clermont-Auvergne et l'université Grenoble-Alpes. On est 6 côté UCA et 2 côté UGA. On a le LJK, le LMBP, le LIMOS. On a également au niveau des partenaires du coup, le CNRS et INRIA, et on a 2 membres de l'Institut universitaire de France. Et on s'intéresse en fait à 2 blocs principaux en mathématiques. Le premier, c'est un volet théorique. Donc pour schématiser les choses, l'enjeu, c'est de prendre des modèles de machine learning et d'IA, disons standards, type régression, type classification, type moindre carré, fonction d'entropie, fonction de cross-entropie, enfin bref, des modèles standards un petit peu sur étagère, qui sont très largement utilisés. Et l'enjeu, c'est de se poser des questions d'un point de vue théorique sur le fonctionnement de l'optimisation, par exemple avec du gradient stochastique, de l'optimisation de ces fonctions de perte. Donc, quelle est l'incertitude associée, qu'est-ce qu'on peut garantir en termes d'estimation sur la qualité d'estimation quand on optimise ces fonctions standards couramment utilisées dans l'industrie et à peu près partout. Donc se posent des questions d'un point de vue théorique de loi empirique, de loi a priori, de loi a posteriori, de contraction des lois a posteriori. Et donc on regarde des choses du type qu'est-ce qui se passe quand on optimise une fonction de perte des moindres carrés, par exemple quand vous faites tendre le nombre de couches des réseaux de neurones à l'infini, ou à l'inverse, vous prenez un réseau, vous faites augmenter le nombre de neurones pour un nombre de couches fini, mais vous faites tondre le nombre de neurones vers l'infini. Donc ça, c'est le premier bloc théorique derrière. On a ensuite un deuxième bloc qui est plus orienté statistique computationnelle, machine learning, etc., et qui tourne autour de la création de modèles génératifs. Donc cette branche qui est devenue moderne, mais en fait qui est une branche historique du domaine, où l'enjeu, c'est de s'intéresser à des jeux de données, à des problèmes qui sont, à l'inverse, non standards. Donc, par exemple, quand vous combinez différentes sources de données. Par exemple, vous traitez à la fois des réseaux, type réseaux sociaux, vous avez des textes qui circulent sur les arêtes, vous avez des images qui circulent sur les arêtes, vous pouvez être en temps discret ou en temps continu, vous pouvez être du coup en modélisation markovienne, en modélisation plus processus ponctuel. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de modèles génératifs qui sont sur étagère sont généralement faits pour une source de données ou 2 sources de données, etc. Donc se posent des questions sensibles sur cette question-là. Et quand vous commencez à cumuler différentes sources de données, ce qui se passe, c'est que vous avez un risque d'avoir une source de données qui avale tout et au détriment d'une autre. Donc il faut des mécanismes, il faut repenser la manière de... Typiquement, vous ne pouvez pas adresser un problème comme ça avec une simple approche de type vraisemblance ou borne sur une vraisemblance, ça ne marche pas. Parce que, par exemple, un graphe peut avaler tout et pas les textes. Voilà, donc ça, ce sont nos blocs. On est sur un recrutement de 2 doctorants et un postdoc. Et voilà. Merci à vous, et on a un poster à côté. Bonjour. Donc, je vais vous présenter la chaire XLBiod, qui est un partenariat entre INRIA et notamment le LJK et le laboratoire d'écologie alpine. Donc vraiment à la fois entre le ML fondamental et l'application à l'écologie. Le constat, c'est qu'on a beaucoup de nouvelles données en écologie qui est à très grande échelle, à la fois spatiale et temporelle. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir pas mal de données de recapture à des mêmes sites ou des choses comme ça qui permettent de suivre des évolutions. Le problème de ces données-là, c'est qu'elles sont très hétérogènes et assez bruitées. Par exemple, pour faire du suivi de population, au lieu d'avoir des gens qui vont faire des relevés sur place, on va mettre des caméras qui vont enregistrer des photos quand elles se déclenchent
Et ensuite, on va inférer les populations à partir de ça. Donc c'est de la donnée de moins bonne qualité. La donnée brute, elle n'est pas très exploitable en tant que telle. Ça va être des séries temporelles d'images ou de sons qui vont être très bruitées, par exemple. Et ça pose problème, notamment si vous voulez comprendre l'impact des variables environnementales sur certaines populations. Si vous essayez de prédire directement les séries d'images, ça va très très mal se passer. Donc ce qu'on essaie de faire à la place, c'est construire des représentations de ces images, de ces séries, pour capturer l'état des populations, par exemple. Et pour construire ces représentations, on va mobiliser des techniques de machine learning explicables. Et notamment, on va passer pas mal de temps à comprendre pour chaque source de données, c'est-à-dire les relevés de flore, les relevés du sol, ces images, séries d'images pour les animaux, comment est-ce que chaque méthode standard de machine learning pour construire ces représentations affecte derrière la structure de ce qu'on a, c'est-à-dire si on fait de l'auto-supervisé, si on fait du supervisé en essayant de prédire une modalité à partir d'une autre, ou des choses comme ça. Ensuite, on va essayer de lier la structure de ces espaces latents avec la compréhension écologique qu'on a de ces modalités ou de ces structures. Par exemple, les traits fonctionnels des espèces, est-ce que c'est quelque chose qui est capturé par nos méthodes ou est-ce que ça passe complètement à côté? Et en dernier, on va essayer d'agréger les représentations de ces différentes modalités pour construire des représentations à l'échelle des sites, cette fois-ci, et qui prennent en compte toutes les modalités et essayer de comprendre leur évolution dans le temps. Merci à tous les présentateurs, et puis bon travail sur ces prochaines années.